Giancarlo De Cataldo est magistrat à la cour de Rome. Il est aussi l'un des écrivains de romans noirs les plus importants d'Italie, devenu une grande signature de la presse et un homme de télévision apprécié. Le 7 octobre 2023, dans le cadre du festival Toulouse Polar du Sud, Giancarlo De Cataldo venait présenter à la librairie Ombre Blanche son dernier roman, Je suis le châtiment, paru aux éditions Métellier. Bonne écoute! Donc bonsoir quand même. Merci d'être là à Ombre Blanche en collaboration avec Toulouse Polar du Sud. J'ai presque envie de dire que comme c'est ma troisième rencontre avec Giancarlo en 3 jours, je ne vais même pas poser de questions, il sait ce que je vais lui demander. Donc il est là pour présenter un livre, son dernier roman qui s'appelle... Le dernier roman traduit en français, pardon. C'est tout enregistré ici. Le dernier roman qui est traduit en français, qui s'appelle « Je suis le châtiment ». Et pour la première fois, c'est pas tout à fait vrai, mais quand même, pour la première fois dans ce roman, il met en scène un personnage qui est appelé, et qui en Italie d'ailleurs est déjà devenu un personnage récurrent, c'est-à-dire un personnage qu'on va retrouver dans plusieurs romans, chose qu'il n'avait pas faite jusqu'à présent, pas sous cette façon-là. Ce personnage s'appelle Manrico Spinori, c'est un aristocrate qui n'a plus d'argent parce que sa mère joue, qui est procureur, amateur d'opéra, qui n'a aucun lien avec quoi que ce soit de moderne, c'est-à-dire il n'est pas sur les réseaux sociaux, je crois qu'il n'a pas d'ordinateur, il n'a pas de... Non, il y a un ordinateur, oui, mais et il n'a pas de voiture aussi. Il n'est pas sur TikTok, il est sur... Non, il a une voiture électrique, mais il ne l'utilise pas trop. Parce qu'il n'aime pas conduire la voiture, comme moi. Donc, on va peut-être... Alors, l'histoire, puisqu'il y a quand même une histoire, il y a une enquête, et l'histoire, c'est qu'un chanteur de variété qui a eu son heure de gloire il y a un certain temps est tué, et donc on va enquêter sur ce meurtre. Et bien entendu, ce n'est qu'un prétexte pour décrire Rome aujourd'hui. Donc déjà, ce personnage, d'où est-ce qu'il vient ? Est-ce que c'est quelqu'un que vous avez croisé ? Parce que pour ceux qui ne le savent pas, monsieur Giancarlo De Cataldo a été juge pendant plus de 40 ans. Voilà, vous le savez. Donc ce personnage, d'où est-ce qu'il vient ? Est-ce que vous l'avez croisé ? Est-ce que c'est un peu de Giancarlo De Cataldo dedans ? Si, allora, je m'excuse pour mon mauvais français et je suis un peu fatigué parce que c'est la 4e rencontre dans 3 jours. Donc, merci à l'amie Giovanna, je parlerai en italien. Et c'est mieux, je pense que c'est mieux, pour vous surtout. Allora, io arrivato all'età di 60 anni mi sono detto perché tutti gli scrittori di gialli hanno un personaggio ricorrente e io no? Sono peggio di loro? Bon, quand j'ai fêté mes 60 ans, je me suis posé une question. Mais pourquoi tous les auteurs de polar ont des personnages récurrents et moi pas ? Est-ce que je suis pire ou moins futé qu'eux ? Poi ho aspettato fino a 64 perché dovevo rispondere alla domanda. Bon, ça m'a pris 4 ans pour répondre à la question. Je suis arrivée à 64 ans. E poi è arrivata la pandemia. Et après, c'est le Covid et la pandémie qui sont arrivés. Era nella pandemia, ha bussato alla mia porta questo signore, Manrico Spinori della Rocca, aristocratico romano, e mi ha detto, oh, io sto qua, quando vuoi. Et donc, pendant la pandémie, j'entends toquer à ma porte, j'ouvre. C'était Manrico Spinori della Rocca, cet aristocrate procureur qui m'a dit, bon, moi, je suis là. E io ho scritto 4 romanzi di Manrico. Et j'ai écrit 4 romans avec Manrico en tant que protagoniste. Che sono, diciamo, ancora ambientati tutti, compreso soprattutto questo che è il primo, prima della pandemia. Qui se déroulent tous les 4 avant la pandémie et en particulier celui-là qui est le premier de la série. Come tutti gli scrittori, a un certo punto ho detto basta, bisogna scrivere della pandemia, fare i racconti, annotare il diario,
Poi come tutti, dopo 2 giorni abbiamo detto no, lasciamo perdere. La fantascienza è bella quando vedi un film, ma quando sei dentro l'Apocalisse non vuoi fare altro che venire fuori, non te ne vuoi occupare. Pendant la pandémie, comme nous tous, j'avais pensé, basta, il faut tout arrêter, il faut écrire de ça, il faut réfléchir à ça. Et j'ai tenu des notes. Et au bout de 2 jours, je me suis dit, ben non, l'Apocalypse, c'est très chouette dans un bouquin de science-fiction. Mais quand on y vit dedans, il y a une seule chose qu'on peut faire, en sortir. Enrico Spinori ha molte cose che ho io, non è sui social e gli piace l'opera lirica. Alors, Enrico a plusieurs aspects de moi. Bon, le premier, moi, je ne suis pas sur les réseaux sociaux, Enrico non plus. Et Enrico, comme moi, aime beaucoup l'opéra. Lavora nei tribunali e io ho lavorato per 40 anni nei tribunali e quindi li può raccontare. Il travaille dans des tribunaux. Moi, j'ai travaillé 42 ans dans des tribunaux, donc il sait ce qu'il raconte. Ha uno sguardo un po' ironico e distaccato sul mondo contemporaneo. Il a un regard un peu ironique et détaché sur le monde contemporain. È un po' malinconico. Un brin mélancolique. Può raccontare la giustizia meglio che un saggio, un volume profondo di riflessioni, perché dopo un po' questi volumi annoiano. Invece mettere qualche riflessione qui e là può risultare divertente. Il raconte mieux la justice italienne qu'un essai, des pavés d'essais qui sont très profonds, très justes, mais qui au bout d'un moment nous ennuient. Lui, il le fait avec pertinence et beaucoup mieux. Lui è convinto che non esiste nessuna situazione umana, compreso il delitto, che non sia stata già raccontata da un'opera lirica. Il est persuadé qu'il n'existe de situation que l'homme a traversée, le crime compris, que l'opéra n'ait déjà racconté. Però è un giochino, perché in realtà lui vuole dire, e voglio dire io, che l'opera lirica sembra molto falsa, perché voi dovete credere l'incredibile nell'opera lirica, no? Un soprano che muore di mal sottile, anche se pesa 200 kg, e ci mette un quarto d'ora a morire cantando. Oui. Alors, c'est un petit jeu, naturellement. Vous savez mieux que moi que quand vous allez à l'opéra, il faut croire des choses très invraisemblables. Par exemple, une soprano qui pèse 200 kilos, qui meurt de tuberculose et ça lui prend un quart d'heure de chant pour mourir. Che la tubercolose, selon nous, è le mal sottile. Il mal sottile. En italien, on appelle ça sì. mal sottile, la tuberculose. C'est joli, Quindi mal sottile. dovete credere a delle cose incredibili, ma dentro questo spettacolo ci sono delle profonde verità sulla natura umana. Donc l'opéra nous demande de croire à des choses incroyables, mais dans l'opéra, il y a des très grandes vérités qui concernent l'être humain. Il tradimento, la passione, l'interesse, la vendetta, sono tutte nell'opera lirica. La trahison, la passion, l'intérêt, la vengeance, tout est dans l'opéra. Oggi noi invece viviamo nel mondo dei social, dove tutti urliamo la nostra emozione. Aujourd'hui, en revanche, nous vivons dans les réseaux sociaux et tout le monde hurle son ressenti, son émotion. Ed è tutto finto. Et c'est tout est faux. E allora quello che sembra molto finto è molto più vero di quello che sembra vero è molto più finto. Donc, ce qui a l'air d'être faux est bien plus vrai de tout ce qui nous semble vrai. Come avrebbe detto Falstaff, ogni cosa al mondo è burla. Bon, si on prend les mots de Falstaff, au monde, tout est blague. E questo è Enrico Spinori, che vuole raggiungere la verità insieme alla sua squadra di collaboratrici, tutte donne. Voilà, et donc ça c'est le portrait de Enrico Spinori qui veut enquêter pour atteindre la vérité, entouré par une équipe exclusivement féminine. Parce que quand j'ai commencé à travailler comme magistrat, sur 10 magistrats, il y avait 8 hommes et 2 femmes. Maintenant, il y a 3 hommes et 7 femmes. Nous sommes une espèce protégée. Donc, et ça, c'est la réalité. Ouais. Et ça, c'est comme les gorilles de montagne. Comme ça.
E questa è la verità un po' divertente di Manrico e delle sue collaboratrici. Voglio aggiungere una cosa, lui ha una poliziotta con cui lavora, l'ispettora Deborah Cianchetti. Alors, ça c'est la vérité de Manrico, donc hein, sa vérité est vraie et amusante. Alors, je voudrais ajouter qu'il a une collaboratrice directe, une inspectrice qui s'appelle Deborah Cianchetti. A Roma Deborah Cianchetti è proprio un nome de banlieue, ma Deborah Cianchetti, cioè, il faut le dire alla romaine, Deborah Cianchetti, proprio pesante. Moi, je suis pas capable, mais bon, ça, ce nom dit Giancarlo a une sonorité qui est pour les Romains évidemment de banlieue. Hein. C'est un nom de banlieusarde. Allora, lui, Manrico, è un aristocrate bobo aristocratico. C'est un aristocrate bobo très radical chic, un peu déchu sur les bords. Lei è una sovranista. Et elle, c'est une souverainiste, la vraie populiste de chez les populistes. E devono collaborare e farlo per forza, sono costretti a collaborare. Et ils sont tenus à travailler ensemble. Ils doivent travailler ensemble. E questa è un po' un'immagine dell'Italia, un paese spaccato in due. Et c'est un peu l'image de notre pays qui est coupé en deux moitiés, qui ont beaucoup de mal à Che per il s'entendre. momento vivono ancora insieme. Qui, pour l'instant, vivent encore ensemble. Il y a une autre femme dans la vie de Manrico, c'est sa mère. Il y a beaucoup de femmes dans la vita di Manrico. On va passer aux autres après. Allora, ok. Allora, sono stanco dei poliziotti e dei commissari che si disperano perché hanno perso il loro grande amore. Alors moi, j'en ai marre de tous ces inspecteurs, des commissaires qui sont au désespoir plus noir parce qu'ils ont perdu le grand amour. Che quando incontrano la ex, lei gli dice: perché tu non c'eri mai, dove eri quando mi servivi, sempre a lavorare, lui piange. Qu'ils se font engueuler comme du poisson pourri par les ex-femmes et quand ils se rencontrent, où est-ce que tu étais, qu'est-ce que tu faisais, j'ai élevé les gosses toute seule, et ils pleurent. O aveva la moglie morta e la vede ogni giorno e ogni volta che lui ha una nuova fidanzata arriva questa morta e dice: dovresti stare con questa, che è un modo per dire non ci stare. Ou bien, pire encore, l'épouse morte qui revient à chaque nuit, qu'elle lui dit, bah, tu sais, cette fille que tu vois, c'est peut-être pas la bonne. Manrico è libertino, cambia amori e sta ancora cercando l'amore giusto. Alors, Manrico est un libertin qui change de femme et qui n'a toujours pas trouvé la bonne. La mamma si è giocata tutto al casino. Donc, la mère a perdu le patrimoine de famille au casino en juin. Vivono in un bellissimo palazzo nel cuore di Roma, un palazzo del Settecento. Ils vivent dans un magnifique palais du 18e dans le cœur de la ville de Rome. Insomma, ci sono volute 3 generazioni per avere questo palazzo. Il a fallu attendre 3 générations pour que le palais soit tel qu'il est. E la madre se l'è fumato in 5 anni. Et la mère, elle l'a joué, elle l'a claqué en 5 ans. Come il personaggio di quel meraviglioso film di Alain René che si chiamava Stavisky, il grande truffatore, film francese, molto bello. Comme le film de Stravinsky, le grand... Stavisky, l'affaire Stavisky. L'affaire Stavisky, merci. Dove c'era un vecchio personaggio, vecchio barone, che diceva i miei antenati hanno combattuto, saccheggiato, ucciso, bruciato e vilipeso per accumulare una ricchezza e io l'ho sperperata in una vita di festa continua. Il y avait un vieux baron qui disait, bon, mes aïeuls ont lutté, ont tué, ont trucidé, ont saccagé, ont assassiné pour entasser une énorme richesse. Et moi, il m'a fallu juste ma vie pour la claquer. Però naturalmente continua a vivere in questo bellissimo palazzo
che è di un fondo di investimento. Alors, mais il continue à vivre dans son palais qui appartient à une grande société financière. Excusez-moi. Perché il capo di questa società finanziaria era innamorato di lei e dice per tutta la vita io ti lascerò questa casa. Ça, c'est très romantique. Alors, c'est molto romantico. Alors, le patron de la société financière était éperdument amoureux de la mère de Mariko et lui avait dit, bon, tu habiteras dans ton palais jusqu'à la fin de tes jours. Comunque lui ha una moglie con cui è separato, ma il rapporto è molto civile. Donc, il a une ex-épouse, pas une épouse, ils sont séparés, mais ils s'entendent très civilement. Sono 4 romanzi che non so che diavolo fare a questa moglie e allora l'ho mandata a Washington. Ça fait 4 romans que je ne sais pas quoi faire à cette bonne femme. Donc, je l'ai envoyée à Washington. Ha un maggiordomo, Camillo, Et il a un majordome, Camillo, che diciamo lo ha cresciuto come un padre, lui è rimasto presto orfano. qu'il a élevé comme un père puisque Mariko a perdu son papa très jeune. Questo è il mondo di Manrico, è un mondo più leggero, più pieno di commedia rispetto ai criminali che io ho raccontato per tanti anni. Voilà, ça c'est le monde de Mariko. Et par rapport aux criminels dont j'ai raconté pendant des longues années, c'est un monde plus léger qui est plus près de la comédie. Però la crudeltà, la violenza, la ferocia dei crimini sono le stesse. Mais la cruauté, la violence et la férocité des crimes restent les mêmes. E in questo momento io continuo anche a scrivere dei crime più violenti, più duri, diciamo. Et parallèlement aux histoires de Mariko, je continue à écrire des romans où je parle de crimes beaucoup plus durs, beaucoup plus violents. E tanto per contraddire quello che ho detto prima, Et juste pour me contredire, un romanzo che tra un po' sarà tradotto in francese che si chiama La Svedese è proprio una storia di crimini durante la pandemia. et il y a un roman qui sera bientôt traduit en français, La Suédoise. C'est justement un roman qui raconte des crimes qui ont été commis pendant la pandémie. Bon, alors, comme vous pouvez le voir ou l'entendre, on s'amuse beaucoup en lisant ce roman. Est-ce que vous êtes aussi amusé en l'écrivant? Ma guardate, io personalmente sto attraversando una fase di leggerezza esistenziale. Personnellement, je traverse un moment de légèreté existentielle. Nel senso che, come diceva Woody Allen, Dio è morto, anch'io non mi sento molto bene. Bon, pour citer Woody Allen, Dieu est mort et moi je suis pas très en forme. Perché se mi guardo intorno, oggi è scoppiata un'altra guerra, è terribile quello che sta succedendo. Parce que si on regarde autour de nous, c'est catastrophique, hein, c'est terrible. Aujourd'hui, il y a une autre guerre qui est en train d'éclater. E un povero scrittore non può che continuare a scrivere. Et un pauvre écrivain ne peut faire rien d'autre que continuer à écrire. Finché glielo permettono. Ben, jusqu'à ce qu'on lui permette. Donc vous vous amusez en écrivant? Io quando scrivo mi devo divertire, perché se no... vedete, c'era una volta io ho fatto una presentazione con Camilleri. Alors quand j'écris, moi je dois m'amuser, j'ai besoin de m'amuser. Je vous fais un exemple. Un jour, je fais une présentation avec Andrea Camilleri. E qualcuno mi ha chiesto dal pubblico, ma quanto è faticoso scrivere? Et dans le public, on m'a demandé, mais c'est vraiment très fatigant écrire. E io stavo cominciando con la lamentazione dello scrittore perché la concentrazione, lo sforzo terribile, la pagina bianca, l'angoscia della pagina bianca. Cioè. Et moi, j'étais lancée dans le cahier des doléances habituelles de l'écrivain, l'angoisse de la page blanche, la solitude, la peur. E Camilleri mi ha fermato Et Camilleri m'a touché le bras, il m'a arrêté. e ha detto, la gente viene a sentirti. Les gens viennent t'entendre. Nelle loro vite occupate trova uno spazio per leggere un tuo libro. Dans leur vie très occupée, très bien remplie, ils trouvent le temps de lire un de tes bouquins. E tu gli vuoi pure stare a parlare della tua angoscia. Et tu les veux ennuyer avec ces histoires d'angoisse.
Altro è se l'angoscia sta nel libro, perché ha un senso letterario, di comunicazione, di scambio, di scrittura, ma no lo scrittore. Toute autre chose serait si l'angoisse est tissée dans le livre, parce que c'est un espace de réflexion, de rencontre. Mais l'angoisse de l'écrivain, c'est très peu intéressant. Quindi insomma io mi devo divertire, ecco, quando scrivo. Donc, tout compte fait, il faut que je m'amuse quand j'écris. Et alors, une question qui se pose avec tous les écrivains qui font rire. Comment on sait que ça va marcher? Parce que c'est le plus difficile finalement. Comment? Ah no, non lo so. È impossibile saperlo. È una domanda trabocchetto questa, no? No. C'est une question piège. C'era un famoso scrittore, Somerset Maugham, che diceva: esistono 3 ingredienti che assicurano il successo di un'opera. Il y a un très grand écrivain anglais, Somerset Maugham, qui disait il y a 3 ingrédients nécessaires pour le succès d'un ouvrage. Sfortunatamente nessuno li ha scoperti. Mais malheureusement, jusqu'ici, personne ne les a découverts. Al di là delle battute, no? Ci sono ovviamente le mode. Bon, en étant sérieux, au-delà des blagues, il y a naturellement des phénomènes de mode. Ci sono i custodi come si può dire, i custodi del marketing che immaginano le formule di successo. Il y a les gardiens du marketing qui imaginent les formules de succès. Cioè, poi in Italia arriva una professoressa siciliana che scrive la storia della famiglia Florio e diventa un best-seller mondiale. Et après, en Italie, il y a une jeune professeure sicilienne qui débarque et écrit l'histoire de la famille Florio, qui est une très grande famille de Trapani, et c'est un succès planétaire. E nessuno la voleva pubblicare. Et personne ne voulait publier son bouquin. Poi arriva una ragazzina di 25 anni che scrive storie strappalacrime. Lui ama lei ama lui, ma lui è freddo e allora lei piange, però poi mentre sta per uccidersi lui le regala un fiore e si baciano. Et après, il y a une jeune femme, 25 ans, qui écrit des histoires à pleurer. Donc, elle l'aime, mais lui, il est froid, il est distant, il ne l'aime pas. Elle veut se ôter la vie, mais lui, il arrive avec une fleur pour elle, et alors, ils s'embrassent. E a qualcuno che scrive su TikTok piace? Mais il y en a qui écrivent sur TikTok, qui aiment ça. Poi piace a 10, 100, 1000, 10.000, diventa virale. Et après de 10, on passe à 1000, à 10 000, ça devient viral. E poi si scopre che la ragazzina americana era di Reggio Emilia. Et après, on découvre que la jeune autrice qui avait un nom américain était italienne de Reggio Emilia, qui est une toute petite ville à côté de Bologne. E poi poi le classifiche sono piene di romanzi d'amore nati e diventati famosi grazie a TikTok, a BookTok per la verità. Et après, dans les classements des ventes, des meilleures ventes en Italie, vous trouvez plein de livres qui sont vendus, qui sont connus, grâce aux BookTokers, aux gens qui sur TikTok signalent ou conseillent des livres. Allora tu puoi dire 2 cose. Puoi dire, ma dove andremo a finire? Mais est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va comme ça? Che è esattamente la cosa che tutti dicono ogni 10-15 anni quando succede qualcosa di nuovo. C'est ce qu'on dit de manière régulière tous les 10-15 ans quand quelque chose de nouveau arrive dans nos vies. Oppure puoi ricordarti che l'arte ha sempre vissuto grazie al fatto che si vendeva, che aveva successo. Ou bien il faut se dire que l'art vit, existe, survit grâce aux ventes des objets artistiques. Quando Caravaggio perde un incarico che viene dato a Guido Reni, altro grandissimo pittore, stiamo parlando di Caravaggio e Guido Reni. Certo. Quand Caravage, excusez-moi, je ne sais plus où je niche. Quand Caravage se fait sucrer une commande par un autre très grand peintre de l'époque qui était Guido Reni, Caravaggio organizza una banda di
delinquenti e va a caccia di Guido Reni per sfregiarlo. Come ti sei permesso? Donc Caravage réunit une bande de voyous qui partent à la poursuite de Reni pour se venger. Comment tu t'es permis de prendre ma commande? E quindi, come dire, erano Caravaggio e Guido Reni. Noi chi siamo rispetto a Caravaggio e Guido Reni? Et je parle là du Caravage et de Guido Reni. Nous, qui sommes-nous, hein, si on pense à ces deux géants Le de la mode peinture? passano, si sovrappongono, i successi vanno, i successi vengono e ognuno si sceglie, come dire, la tribù a cui appartiene. Donc les modes arrivent, les modes s'en vont. Ce qui est important, c'est que chacun puisse choisir la tribu à laquelle appartenir. Che questa non è poi saggezza, è vecchiaia. Ce n'est pas de la sagesse, hein, c'est que je prends de l'âge. Et à quelle tribu appartenez-vous alors? Posso dire una cosa un po' presuntuosa, di orgoglio, proprio una cosa. Je voudrais dire une petite chose très orgueilleuse et un peu présomptueuse. La mia tribù. Perché se ha fatto una cosa buona, se ho fatto una cosa buona con Romanzo Criminale, è stato quello di aprire una strada. La mia tribu. Ce que je veux vous dire, c'est que si j'ai fait une bonne chose de ma vie, c'est d'avoir écrit Romanzo Criminale, parce que Romanzo Criminale a ouvert une voie. Come mi ha detto una volta un giovane tassista, Bon, un jeune chauffeur de taxi un jour me disait oh, io ho letto 2 libri nella vita. Ah oh, j'ai lu 2 bouquins de ma vie. Uno l'ho finito, è il Romanzo Criminale. Alors, un, je l'ai terminé et c'est Romanzo Criminale. L'altro era difficile ed era come smettere di fumare. Et l'autre, c'était difficile, j'ai arrêté, c'était comment arrêter de fumer. E non l'ho finito. Et je n'ai pas fini, non. Et donc la tribu? C'est moi-même. Est-ce que vous avez fait exprès aussi On a besoin de légèreté en ce moment. Peut-être vous, mais nous aussi. On a tous beaucoup besoin de légèreté. Est-ce que vous sentez que vous nous faites beaucoup de bien? Ou ça vous est égal? Bien. L'hai fatto per il nostro bene? No. Scrive no. No, io l'ho fatto. No, allora, infatti no, io non capivo il bene. Je comprenais pas la question. No, allora io l'ho fatto per me stesso, chiaramente. Bon, moi, je l'ai fait pour moi-même, évidemment. L'ho fatto per me stesso con la speranza di trovarli i lettori. Et je l'ai fait pour moi-même dans l'espoir, naturellement, de vous trouver, vous, les lecteurs. Mentre scrivevo Romanzo Criminale dicevo, io meglio di così non posso fare. Et pendant que j'écrivais Romanzo Criminale, je me disais, là, j'atteins mon mieux, et mieux, je ne pourrai plus jamais faire. Noi diciamo in Italia, o la va o la spacca. Ou ça va, ou ça coince. E ça marché. Et ça a marché. Voilà. E da allora la vita è cambiata. Et ma vie a changé complètement. Perché prima io chiamavo gli editori e dicevo, ci avrei un'idea. Parce qu'à l'époque, c'était moi qui appelais les éditeurs. Moi, j'aurais une petite idée. Mandi una lettera all'ufficio editoriale. Envoyez une lettre au bureau édition. Caro scrittore, abbiamo letto il suo manoscritto, è molto interessante, ma non rientra nei nostri progetti. Arrivederci, grazie. Alors, et la réponse était, cher écrivain, nous avons lu votre manuscrit, c'est très intéressant, mais ça ne rentre pas dans nos projets éditoriaux, et donc merci beaucoup, et à une prochaine. E adesso sono loro che telefonano. Et là, c'est eux qui me téléphonent. Quindi quando vi dicono che il successo non interessa, che non cambia, sono bugiardi. Et tous ceux qui disent que le succès ne change rien, que ce n'est pas important, c'est des menteurs. Mentono sapendo di mentire. C'est des menteurs conscients de l'être. J'ai oublié de vous dire au début, si vous avez des questions en cours de rencontre, n'hésitez pas. C'est mieux que d'attendre la fin. Donc vous vous manifestez à tout moment pour poser des questions à Giancarlo. Non? Pas pour l'instant. On pourrait parler d'un autre personnage. On a parlé de la maman, on a parlé de sa collègue. Déjà, on pourrait parler un peu, c'est qui ce mèche doré, ce chanteur qui se fait assassiner? La victime.
qui n'est pas qu'une victime? Beh, non mi far dire troppo, Il ne faut pas me pousser à dire trop de choses quand même. perché diciamo, anche nella realtà, quando c'è un delitto, si va a ricostruire la vita della vittima. Bah, même dans la vraie vie, quand il y a un crime, on a tendance à reconstruire la vie de la victime. Spesso escono delle sorprese. Et souvent, on trouve des surprises. Per esempio, questo signore era un cantante, come dire, un cantante non un cantante impegnato, no? Ma anche meno che pop, era proprio era un cantante di quelli nazional popolari, sì, nazional popolare basso. Alors, donc, c'était pas un chanteur ni intellectuel, ni un très grand chanteur, c'était un chanteur national populaire, hein, donc aura des pâquerettes. Poi, quando passa di moda, diventa un personaggio televisivo. Et quand son moment de succès est passé, il devient un personnage télévisé. E partecipa come giudice a uno di quei talent. Alors oui, et il participe en tant que juge à ces émissions qui cherchent des jeunes talents. E che dice, you're fired, via. Oppure Via. dice, sì, no. Qui disent oui, non, dedans, dehors, sortez, vous continuez avec nous. E poi c'è l'inchiesta, non si può dire di più, dai. Et après, il y a l'enquête et je peux pas en parler, je peux rien vous dire. Però posso dirvi che... No, non posso dirvi neanche quello, basta così. Bon, je pourrais vous dire, mais non, finalement, non, Basta, je vous dis rien. così, basta Mais così. c'est comme un symbole d'une certaine télévision aussi. Sì, anche lì la critica non è tanto a chi fa quella televisione, no? Come diceva Robecchi. No? Bon, ma critique, c'est pas tellement aux gens qui font ce type de télé. Come dice Robecchi, la grande usine della merda. Il y a un écrivain de polar italien qui s'appelle Robecchi, que vous connaissez peut-être, qui travaille beaucoup à la télé, et il définit la télé la grande usine de la merde. C'est son personnage qui travaille là, qu'il appelle Sì. la grande usine à merde. La critica è a chi ci crede, cioè chi la prende sul serio. Ma critique est pour les gens qui peuvent croire à ça, qui prennent la télé au sérieux. Perché la nostra Deborah Cianchetti butta un occhio su questo mondo e lo capisce subito. Diciamo. Parce que l'inspectrice dont on parlait tout à l'heure, Deborah Cianchetti, ça lui suffit de jeter un œil sur ce monde, elle comprend de suite de quoi il s'agit. E vede dietro lo scintillio, la crudeltà, la cattiveria, l'odio. Elle voit derrière les grandes lumières qui scintillent la cruauté, la méchanceté, la haine. E poi forse tutto questo col delitto non c'entra manco. Et peut-être bien que tout cela ne soit pas vraiment concernant le crime. Forse. Peut-être. E basta così, per favore. Et voilà, et je dirai plus rien. Mais sur cette télé, d'ailleurs, Coluche disait, on pense qu'il suffirait que personne ne l'achète pour que ça ne se vende pas. Oui. Basterebbe che nessuno la comprasse perché non si vendesse. E questo è il punto. Però bisogna concedere, cioè, come dire, io mi sono convinto che gli atteggiamenti di contrapposizione frontale su certi fenomeni di massa sono sterili, non portano da nessuna parte. Donc je me suis persuadée avec le temps qu'une opposition frontale à certains phénomènes de masse sont stériles. Non portano da nessuna parte. Ça n'amène nulle part. Et le dernier personnage de ce roman, qui lui est un personnage récurrent depuis le premier roman de Giancarlo De Cataldo, c'est Rome. Roma è sempre presente nelle mie storie, perché io non sono nato a Roma, ma adoro Roma. Alors Rome est toujours dans mes histoires. Je ne suis pas née à Rome, mais j'adore Rome. E sapete, Roma è stata capitale del mondo. Elle a été la capitale du monde entier. Ragazzi, l'impero romano, c'è Non, poco da scherzare. Les enfants, vous pouvez rigoler, hein, mais bon, l'Empire romain, a on parte rigole pas de l'Empire romain. A Hein. parte Asterix e Obelix, stavate sotto, quindi mo... Bon, oui, ça, vous avez toujours Astérix Obélix, mais bon, la vérité, c'était que bon, c'était nous qui commandions.
E non avevano ancora inventato il rugby, quindi... Oui, il n'y avait pas de rugby à cette époque-là, effectivement. Per cui ogni cosa che si muove, ogni manifestazione a Roma è, diciamo, avvolta da quest'aura un po' sacrale di una città che da sola, da 2000 anni, ha una gran parte del patrimonio artistico, di bellezza, di cultura del mondo. Donc, quoi qu'il se passe, quoi qu'advienne à Rome, il y a cette espèce d'halo sacré qui entoure cette ville, que depuis des milliers d'années a, de fait, la très grande majorité du patrimoine culturel et artistique du monde. Però questo è anche il limite di Roma, Mais ça, c'est aussi sa limite. perché dopo un po' che vivi a Roma, tu assumi questo atteggiamento un po' sì, vabbè. Oui, ça c'est vrai. Oui, oui, quand on vit à Rome, on se promène par Rome, et au bout d'un moment, oui, c'est vrai. Cioè, diciamo, un turista viene da ogni parte del mondo per vedere il Colosseo. Il y a des touristes qui viennent de tous les coins du monde pour voir le Colisée. Noi dopo un po' passiamo con la macchina e diciamo che palle sto traffico vicino al Colosseo, mamma mia. Et nous passons devant en voiture, on dit mais qu'est-ce que ça nous fait suer cette circulation, ce truc. A me che non sono nato a Roma, no, ancora Roma mi incanta. Alors pour moi qui suis pas romain, qui suis pas né à Rome, je suis toujours sous le charme de Rome. E mio figlio che è nato a Roma dice, vabbè sì. Mon fils qui est né à Rome me dit oui, mais bon papa quand même. Un grande provinciale come Flaiano aveva scritto un racconto meraviglioso che si chiama Un marziano a Roma. Oui, ça c'est un très grand auteur, un provincial, hein, il venait des Marches, et qui aimait Rome éperdument, avait écrit une nouvelle passionnante qui est Un martien à Rome. E allora arriva il marziano e tutti ammazza il marziano a Roma, televisioni, reporter, il cinema, cinegiornali, interviste, programmi televisivi. Donc le martien débarque à Rome et tout le monde est absolument enthousiaste. On l'interview pour la télé, pour la radio, le journal télévisé. Tout le monde est fou de ce martien. Poi piano piano passa una settimana, ne passano due, il marziano lo ritrovi da solo su una panchina di Villa Borghese, tutto triste, che fa scusate, io sono un marziano, ma che marziano, lascia perdere. Et après, le temps passe, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, et on le retrouve tout seul sur un banc à Villa Borghese. Les gens passent et il leur dit « Mais moi, je suis le martien. » « Mais quel martien? Mais laissez-nous aller. » Però questo atteggiamento un po' di, va bene, ne abbiamo viste tante, andiamo avanti, è anche un'autodifesa. On en a vu tellement que c'est pas ça qui va nous arrêter. C'est une sorte d'autodéfense, effectivement. Una parte dello spirito romano è bonario, è accogliente, non è così aggressivo come appare. Alors, il y a une partie de l'esprit des Romains qui est bienveillant, qui est accueillant, qui n'est pas agressif comme il semble l'être. Cioè dentro quella marziano, lascia perdere, c'è anche, vabbè, marziano, andiamoci a fare una birra. Oui, il y a ceux qui disent aux martiens, bon, laisse-nous aller, on n'a pas de temps à perdre, mais il y a aussi ceux qui le prennent avec eux pour aller boire une bière et on lui offre une bière. Però è uno spirito che piano piano si sta seccando in questo momento. Mais c'est un esprit qui est en train de s'assécher, tout doucement. Stiamo diventando più cattivi, più diffidenti a Roma come nel resto d'Italia. À Rome, on est en train de devenir plus méchant, plus méfiant à Rome, comme dans le reste d'Italie et dans le reste du monde. Una volta Cocteau diceva che i francesi sono degli italiani che non sanno più sorridere. Oui. Cocteau disait que les Français sont des Italiens de mauvaise humeur. Adesso secondo me neanche noi italiani sappiamo più sorridere. Là maintenant, même nous ne sourions plus. C'era una signora. Bella domanda, ma andrebbe fatta a tutto il mondo occidentale, non solo agli italiani. C'est une sacrée question, hein? Il faudrait la poser à tout l'Occident entier, pas seulement aux Italiens. L'11 settembre ha spezzato qualcosa, la crisi del 2008 ha spezzato qualcos'altro, l'immigrazione ha spezzato molto.
Moi, je pense que le 11 septembre a brisé quelque chose. La crise des subprimes de 2008 a brisé ultérieurement. Et la crise des migrants aujourd'hui est une autre... c'est quelque chose qui nous brise profondément. Io avevo un amico francese, ma 30 anni fa mi disse attenzione, useranno l'immigrazione come una clava contro di noi. Alors, j'avais un ami français qui, il y a 30 ans, me disait, tu vas voir, il va falloir faire attention parce qu'ils vont utiliser la migration comme un massue contre nous. Ma io dicevo, i migranti? Et moi, je lui disais, mais les migrants? No, faceva lui, noi, Non, pas les migrants, nous. i cattivi. Nous. Ça va être nous, les méchants. E, insomma, pensare a queste cose ti sconforta perché senti un senso di impotenza. Oui, on se sent impuissant quand on pense à ces choses-là et c'est vrai que c'est difficile de trouver du réconfort. E non riesci mai a capire qual è il limite tra un fatto che tu guardi e conservi delle idee nelle quali credi e la connivenza. C'est toujours difficile de garder la frontière entre quelque chose qu'on regarde, mais on reste nous-mêmes, et quelque chose qui nous pousse à devenir connivants. Perché non sai se devi fare di più o se quello che fai è controproducente. C'est difficile de savoir s'il faudrait faire plus ou si faire plus signifierait agir contre l'intérêt des gens. Allora ti viene la tentazione di metterti da parte e dire ma non ci sono dei giovani? Dove sono i ragazzi? Et alors l'envie me prend de me mettre sur un côté et je dis mais il n'y a pas des jeunes, elle est où la jeunesse? Non. Alors, on a le temps d'une dernière question quand même au moins. Alors, il y a une chose quand même qui est intéressante dans les polars, c'est que le polar est un genre à part entière qui fonctionne beaucoup sur les clichés. Beh, sì, certo. Et les grands auteurs savent prendre un cliché et puis le tordre pour en faire quelque chose qui n'est que à eux, bien que ça soit toujours un cliché. Donc un enquêteur récurrent, c'est un cliché. Un enquêteur italien, normalement, il va au restaurant et on sait ce qu'il mange. Et là, on ne sait pas. Sì. Donc c'est pas normal. Guarda, allora io, come dicevo prima, no? Non c'ha la moglie morta, non piange sempre, eccetera, così mangiano pochissimo nei miei romanzi. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, il n'est pas veuf, il n'est pas malheureux et il mange très peu finalement. Sì, è italiano, però cioè, a me piace, sono una buona forchetta, si vede che non pratico né sport estremi né diete vegane, questo è assolutamente evidente dall'aspetto fisico. Pour Diciamo. ce qui me concerne, moi j'aime manger, je suis une bonne fourchette et ça se voit en me regardant que je ne pratique ni de sport extrême ni de régime végan. Però perché, cioè, come dire, nel cliché del giallo è diventato, oddio, mi avanza mezza pagina, vabbè, specialità cassoulet, come si prepara? Via. Excusez-moi. Dans le polar, là, on a l'impression que l'auteur a une demi-page à remplir, qu'il se tâte, il se dit qu'est-ce que je vais mettre là? Tiens, la spécialité régionale du jour, le cassoulet. Comment on prépare le cassoulet? Oppure quando scriviamo sceneggiature, dove lo facciamo questo dialogo? A tavola. Et quand on écrit des scénarios, parce que M. Descataldo travaille énormément pour le cinéma et pour les séries, et on se demande où est-ce qu'on va faire se dérouler ce dialogue? À table. Ecco, basta. Anche no. Ça, Anche suffit, no. ça suffit comme ça. Cioè, On peut faire autre chose que ça. non è che il mio protagonista si nutre di puro spirito, ci mancherebbe altro. Non, c'est pas que Manlio est un pur esprit qui se nourrit d'eau et d'amour. Però inventiamoci qualcos'altro, ecco. Mais il faudrait, je pense, là, s'inventer autre chose que ça. Anche perché ormai tutti possiamo andare su internet e vedere la ricetta di qualunque cosa. C'est vrai, aujourd'hui, si on a une curiosité culinaire, on va sur le net et on cherche la recette du plat régional au fin fond de l'Amazonie. Ma non tutti sappiamo farlo bene. Mais
on n'est pas tous capables de bien le faire. Io per esempio sono incapace. Moi, par exemple, pas. Je vais vous proposer de vous remercier, de remercier Giovanna pour la traduction, Giancarlo Merci à vous. d'être là. Merci à vous. Giancarlo De Cataldo est aussi l'auteur, entre autres, de Romanzo Criminale, pris le point du Polar européen en 2006, de Suburna et d'Albanera. Son dernier roman, Je suis le châtiment, est paru aux éditions Métellier. Vous venez d'écouter une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche, réalisation et mise en onde par Radio avec la collaboration de Radio Plus et Radio Terre.